Au tournant du XIIe siècle, la France n'est pas une nation. C'est une idée en lutte, une ombre de ce que les Carolingiens avaient rêvé. Le pouvoir royal, jadis immense, s'est évaporé, laissant place à une mosaïque de seigneuries guerrières, où la loi du plus fort est la seule qui vaille. Le roi de France est un roi de nom, un suzerain parmi d'autres, dont l'autorité s'effondre aux portes de Paris, sa propre capitale. Les routes sont infestées de brigands, qui sont très souvent les seigneurs eux-mêmes. Les paysans sont écrasés d'impôts et de violences, les moines sont pillés, et l'ordre social semble s'être dissous dans le chaos permanent d'une guerre féodale sans fin. C'est dans ce royaume déchiré, à l'agonie, qu'un homme va monter sur le trône. Un homme dont le corps même semble être une contradiction vivante avec son époque. Louis, surnommé le Gros. Dans un monde de chevaliers sveltes et endurcis, sa corpulence monumentale le rendrait presque ridicule s'il n'était pas si redoutable. Pourtant, cet homme, que l'on pourrait sous-estimer au premier regard, va entreprendre une tâche herculéenne. Non pas conquérir de nouvelles terres, mais reconquérir son propre royaume, morceau par morceau, bataille par bataille. C'est l'histoire de ce roi obèse, dont la volonté de fer et l'intelligence politique ont sauvé la France de l'implosion et ont posé, pour les siècles à venir, les fondations d'un État fort et centralisé. Pour comprendre l'œuvre de Louis VI, il faut d'abord mesurer l'étendue du désastre qu'il a hérité. Son père, Philippe Ier, a régné pendant près de 50 ans, de 1060 à 1108. Un long règne, mais pas un grand règne. Philippe Ier était un homme plus connu pour ses passions que pour son sens de l'État. Son règne est marqué par un événement qui a profondément discrédité la monarchie. Son répudiation de sa femme, Berthe de Hollande, pour épouser Bertrade de Montfort, l'épouse du comte d'Anjou. Cet acte de bigamie flagrante a provoqué la fureur de l'Église. Le roi a été excommunié et le royaume a été placé sous interdit. Pendant des années, les cloches se sont tues, les sacrements ont été refusés et le roi lui-même est devenu un paria. L'autorité morale de la couronne s'est effondrée. Sur le plan territorial, le domaine royal est ridicule. Il se concentre sur l'Île-de-France, une région fertile mais cernée de toutes parts par des principautés bien plus puissantes. Le duché de Normandie au nord-ouest, tenu par les rois d'Angleterre, le duché de Bretagne à l'ouest, les comtés de Blois, de Champagne et de Bar-sur-Aube à l'est, et le duché de Bourgogne au sud-est. Ces grands seigneurs sont des rois dans leurs terres. Ils battent monnaie, lèvent des armées, rendent la justice et n'hésitent pas à entrer en guerre les uns contre les autres ou à défier directement le roi. Pire encore, au cœur même de l'Île-de-France, des seigneurs de moindre envergure mais tout aussi turbulents règnent en maîtres sur leurs petites forteresses. Ce sont les seigneurs brigands. Ils pillent les marchands, rançonnent les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et s'attaquent aux domaines ecclésiastiques, qui sont souvent les seules structures stables et riches de la région. Le château de Montlhéry, par exemple, perché sur un promontoire stratégique, contrôle la route essentielle entre Paris et Orléans. Son seigneur peut littéralement étrangler la capitale. Le château du Puiset, un autre nid de brigands, terrorise la Beauce. Ces hommes ne reconnaissent de loi que leur propre intérêt, et le roi est trop faible pour les maîtriser. Quand Philippe Ier meurt en 1108, il lègue à son fils un trône en bois vermoulu, un trésor vide et un royaume au bord du gouffre. La tâche qui attend le jeune Louis n'est pas seulement de régner, c'est de survivre et de réinventer la monarchie. Louis est né en 1081, et il n'a pas été élevé dans l'ignorance des périls qui menaçaient la couronne. Dès son plus jeune âge, il a été le témoin de la décadence de son père et de l'humiliation de l'excommunication. Cette expérience a laissé une marque indélébile sur lui. Il a développé une aversion profonde pour ce qui affaiblit l'autorité et la morale du royaume. Il a compris très tôt que pour être un roi respecté, il fallait d'abord être un roi légitime, tant aux yeux de Dieu que des hommes. Son éducation a été confiée à des hommes remarquables qui ont vu en lui le dernier espoir de la dynastie capétienne. Le plus important d'entre eux est un jeune homme de son âge, Suger, né de parents modestes, mais dont l'intelligence et la piété ont très vite été remarquées. Louise et Suger grandissent ensemble, liés par une amitié qui deviendra l'un des partenariats politiques les plus fertiles de l'histoire de France. Suger n'est pas seulement un ami, il est le mentor, le conseiller, l'administrateur de génie qui complétera parfaitement
le caractère impulsif et guerrier de Louis. L'éducation du jeune prince est rigoureuse. Il apprend non seulement à lire et à écrire en latin, une compétence rare pour un laïc de son époque, mais surtout l'art de la guerre. On l'entraîne au maniement des armes, à l'équitation, à la stratégie des sièges. Car Louis comprend que dans ce monde violent, la parole du roi ne pèse que si elle est soutenue par le fer et le feu. Dès l'adolescence, il participe à des expéditions militaires aux côtés de son père. Il y apprend le métier des armes sur le terrain, goûtant à la dureté des campagnes et au danger des combats. C'est aussi durant sa jeunesse que sa corpulence commence à devenir un trait saillant. Les chroniqueurs ne parlent pas encore de « le gros », mais ils décrivent déjà un jeune homme de forte constitution. Cela ne l'empêche nullement de se montrer courageux et actif. Au contraire, il semble développer une énergie et une détermination d'autant plus grande pour compenser un corps qui n'est pas celui du chevalier idéal de la chanson de geste. Il forge sa légitimité non pas sur son apparence, mais sur ses actions. En 1104, son père, sentant sa fin approcher et peut-être voulant racheter ses propres fautes, l'associe formellement au pouvoir. Il lui donne le titre de duc de France et lui confie la gestion des affaires courantes. Louis a alors 23 ans. Il commence immédiatement à agir, menant des expéditions punitives contre les seigneurs pillards, montrant à tous que la jeunesse n'est pas synonyme d'impuissance. Il se pose déjà en roi, un roi qui agit, qui protège les faibles et qui châtie les violents. C'est cette image qu'il va cultiver sans relâche tout au long de son règne. Quand Philippe Ier rend son dernier souffle le 29 juillet 1108, Louis est prêt. Il est à Melun, et il agit avec une rapidité qui déconcerte ses rivaux. Il est immédiatement acclamé et reconnu roi par les barons présents. Mais l'étape la plus cruciale reste à venir, le sacre. La tradition veut que le roi de France soit sacré à Reims par l'archevêque, dans la cathédrale où Clovis avait reçu le baptême. C'est un rituel qui confère une dimension sacrée et quasi divine à la fonction royale. Pourtant, Louis ne se rend pas à Reims. Il fait un choix audacieux et lourd de sens. Il se fait sacrer le 3 août 1108 à Orléans. Pourquoi? Parce que l'archevêque de Reims, Raoul le Vert, est un fervent partisan du pape et un adversaire acharné de Philippe Ier. Il refuse de sacrer le fils tant que la situation de la bigamie n'aurait pas été officiellement résolue et que l'Église n'aurait pas obtenu réparation. En refusant d'attendre et en changeant de lieu, Louis envoie plusieurs messages puissants. D'abord, il affirme son indépendance. Il n'est pas le roi de l'Église, il est le roi de France. Ensuite, il montre qu'il est l'héritier de la légitimité capétienne, mais qu'il ne sera pas le prisonnier des erreurs de son père. Il prend ses distances avec la politique qui a menacé d'anéantir la monarchie. Il se tourne vers l'archevêque d'Orléans, d'Imbert, un homme plus conciliant, pour procéder à la cérémonie. Ce sacre à Orléans est un acte politique fondateur. Il symbolise la rupture avec un règne discrédité et l'avènement d'une nouvelle ère. Dès les premiers jours de son règne, Louis VI montre qu'il ne se laissera pas dicter sa conduite, ni par les grands seigneurs, ni même par la plus haute autorité ecclésiastique du royaume. Il est le maître du jeu. Son premier acte en tant que roi sacré est tout aussi significatif. Il se rend à l'abbaye de Saint-Denis, le nécropole des rois de France, pour y déposer les insignes royaux. Il y rencontre Suger, qui n'est pas encore abbé, mais qui y est moine. Ensemble, ils prient sur la tombe de leurs ancêtres, de Dagobert à Hugues Capet. Ce geste n'est pas seulement pieux, il est profondément politique. Louis se place dans la continuité d'une longue lignée de rois. Il se réapproprie un passé glorieux pour donner du poids à sa fonction présente. Il comprend que pour construire l'avenir, il faut s'appuyer sur les fondations solides du passé. Son règne commence donc sur une double affirmation. L'affirmation de son autorité personnelle et l'affirmation de la sacralité de l'institution qu'il représente. Il est prêt pour le combat. Le règne de Louis VI est une longue et épuisante série de guerres, mais pas des guerres de conquête lointaine. Ce sont des guerres de proximité, des guerres de police, des guerres pour imposer la loi du roi sur une centaine de kilomètres carrés autour de Paris. Sa grande œuvre, c'est la pacification royale. Il s'attaque systématiquement aux seigneurs brigands qui rendent la vie impossible en Île-de-France. C'est un travail de longue haleine, une guérille permanente contre des châteaux forts et des nobles cupides.
Sa première grande cible est l'un des plus notoires, Hugues du Puiset. Le château du Puiset est une épine dans le pied du domaine royal, un repère de voleurs qui contrôle une partie de la Beauce. Dès 1109, Louis mène sa première expédition. C'est un échec. Le château est bien défendu et le siège est levé. Mais Louis est tenace. Il comprend qu'il ne peut pas laisser cette défaite entamer sa crédibilité. Il revient à la charge en 1110, puis en 1111. Cette fois, il est mieux préparé. Il fait appel à ses vassaux fidèles, utilise des machines de siège et encercle complètement la forteresse. Hugues du Puiset est finalement capturé. Louis ne le tue pas. Il le fait emprisonner, confisque ses terres et surtout fait démanteler son château pierre par pierre. Le message est clair. La forteresse d'un rebelle n'a pas le droit d'exister. La destruction du Puiset a un effet psychologique immense sur tous les autres seigneurs de la région. Le roi se tourne ensuite vers un autre adversaire redoutable, Thomas de Marle, seigneur de Coucy. Sujet, dans sa chronique, le décrit comme un homme d'une cruauté inouïe, un tyran cruel et un mangeur d'hommes. Thomas de Marle ne se contente pas de piller, il torture ses prisonniers pour le plaisir et s'attaque même aux terres de l'Église. En 1115, Louis décide que son heure est venue. Il lève une armée et marche sur Coucy. Le siège est difficile. La forteresse de Coucy est l'une des plus impressionnantes du royaume, perchée sur un éperon rocheux. Mais Louis, cette fois, est un roi expérimenté. Il sait comment mener un siège. Après plusieurs semaines de combats acharnés, les défenses sont bréchées. Thomas de Marle est fait prisonnier. Comme pour Hugues du Puiset, Louis lui laisse la vie sauve, mais il le force à une soumission publique humiliante et à d'énormes réparations envers l'Église et ses victimes. Louis VI ne se contente pas des grands noms. Il s'attaque à tous les petits tyrans locaux. Il mène des expéditions contre les seigneurs de Montmorency, de Montfort-l'Amaury, de Crépy-en-Valois. Chaque campagne est une répétition du même scénario. Le roi arrive avec son armée, le château est assiégé, le seigneur rebelle est vaincu et doit prêter allégeance. C'est un travail de Romain, patient et méthodique. Chaque château soumis, chaque seigneur humilié, c'est une brique de plus ajoutée à l'édifice du pouvoir royal. Ces guerres incessantes épuisent le roi et son trésor, mais elles sont nécessaires. Elles rétablissent la paix et la sécurité dans les environs de Paris, redonnant au peuple la confiance en une justice royale qui n'est plus qu'un mot. Louis VI n'est pas un conquérant, il est un pacificateur. Et c'est en pacifiant son propre domaine qu'il devient un vrai roi. Au milieu de cette incessante activité guerrière, comment était l'homme, Louis VI? Le surnom « le Gros » est devenu le sien peu de temps après son accession au trône et il est mérité. Les descriptions de Suger et d'autres chroniqueurs sont sans équivoque. Louis est immense, sa corpulence est telle qu'elle devient un sujet de discussion constant. Son poids est tel qu'il a des difficultés à monter à cheval, un handicap considérable pour un roi chevalier. Pour se déplacer lors des longues campagnes, il doit parfois être transporté dans une litière, un genre de palanquin porté par des chevaux ou des hommes. Cette obésité n'est pas seulement une curiosité physique, elle a des conséquences directes sur son règne. Elle le rend plus dépendant de ses fidèles chevaliers pour mener les charges, il ne peut plus combattre en première ligne comme il le faisait dans sa jeunesse. Cela le force à développer d'autres qualités, la stratégie, la diplomatie et surtout une immense force de caractère. Il compense son infirmité physique par une présence morale et une volonté qui domine tous ceux qui l'entourent. Quand il s'assoit pour rendre la justice ou pour donner des ordres, son poids physique semble se doubler d'un poids d'autorité que nul n'ose contester. Les causes de cette obésité sont probablement multiples. Une prédisposition génétique, sans doute, mais aussi une alimentation très riche, typique de l'époque, basée sur la viande, les ragoûts et le pain blanc, et une vie qui, malgré les campagnes, devient de plus en plus sédentaire avec l'âge. Il aime manger et boire, et les banquets à la cour sont réputés. Mais cette faiblesse pour la bonne chair ne l'empêche pas d'être un homme d'une grande énergie et d'un courage personnel reconnu de tous. Il n'hésite pas à s'exposer aux dangers, et sa présence au milieu de ses soldats, même s'il ne combat plus, est un puissant stimulant pour le moral des troupes. Sur le plan personnel, sa vie est marquée par 2 mariages. Le premier, avec Lucienne de Rochefort, est un échec. Annulé en 1107 pour consanguinité,
il libère Louis pour une union plus stratégique. En 1115, il épouse Adélaïde de Maurienne, fille du comte de Savoie. C'est un mariage brillant. Adélaïde est une femme d'une grande intelligence et d'une grande piété. Elle donne à Louis pas moins de 9 enfants, assurant ainsi une descendance nombreuse et solide à la dynastie. Le couple est uni et Adélaïde joue un rôle important à la cour, notamment dans les domaines de la charité et de la religion. Leur fils aîné, le futur Louis VII, est éduqué avec le plus grand soin, préparé dès l'enfance à succéder à son père. Louis VI veille personnellement à sa formation, lui apprenant les rudiments du métier de roi, l'emmenant avec lui lors de ses expéditions pour qu'il s'endurcisse au contact des réalités du pouvoir. C'est un père et un roi qui pensent à l'avenir, qui comprend que la solidité de la dynastie est la meilleure garantie de la stabilité du royaume. On ne peut parler du règne de Louis VI sans évoquer la figure colossale de Suger. Leur amitié est l'un des moteurs de cette période. Si Louis est le bras et le cœur du royaume, Suger en est indéniablement le cerveau. Moine à l'abbaye de Saint-Denis, il est élu abbé en 1122, grâce à l'influence de Louis. À partir de ce moment, il devient le principal conseiller du roi, son administrateur en chef et son diplomate le plus habile. Suger est un gestionnaire de génie. Quand il prend la tête de Saint-Denis, l'abbaye est riche, mais ses finances sont mal gérées. Suger réorganise tout. Il met en place une comptabilité rigoureuse, développe les domaines agricoles de l'abbaye et relance les foires qui se tiennent sur ses terres. Les revenus de Saint-Denis explosent, et comme Suger est un fidèle du roi, une partie de cette richesse est mise à la disposition de la couronne. Suger devient en quelque sorte le ministre des Finances de Louis VI. C'est grâce à cette manne financière que Louis peut entretenir une armée permanente, financer ses longs sièges et distribuer des fiefs à ses vassaux les plus loyaux. Sans Suger, les campagnes de pacification de l'Île-de-France auraient été impossibles. Mais le rôle de Suger va bien au-delà de la gestion financière. C'est un grand stratège politique. Il conseille Louis dans ses choix d'alliance et dans sa façon de traiter avec les seigneurs rebelles. Il est souvent celui qui prône la modération, suggérant d'épargner la vie d'un rebelle pour le rallier plutôt que d'en faire un martyr. Sa diplomatie est également cruciale dans les relations avec l'Église. Suger est un homme d'Église, mais il est avant tout un homme du roi. Il sait négocier avec la papauté, défendant les intérêts de la monarchie tout en maintenant l'apparence de la soumission spirituelle. Enfin, Suger est un idéologue. Il comprend que pour asseoir le pouvoir royal, il faut lui donner une dimension sacrée et historique. Il entreprend la reconstruction de l'église abbatiale de Saint-Denis, la transformant en un chef-d'œuvre de l'art gothique naissant. Mais plus que le bâtiment, c'est le message qu'il véhicule qui est important. Saint-Denis devient le sanctuaire de la monarchie française. Suger y rassemble les reliques des saints, mais aussi les insignes royaux. Il y fait réaliser des vitraux qui racontent l'histoire des rois de France, les présentant comme des élus de Dieu, continuateurs de l'œuvre de Charlemagne. Il écrit aussi une vie de Louis VI le Gros, une biographie qui n'est pas seulement un récit historique, mais un véritable manifeste politique. Il y présente son ami comme le roi idéal, courageux, juste, pieux, défenseur de l'Église et des faibles. Ce livre est un outil de propagande formidable qui façonnera l'image de la monarchie pour des siècles. Suger ne se contente pas de gérer le royaume, il construit le mythe sur lequel il repose. Si Louis VI a passé l'essentiel de son règne à combattre les seigneurs de son propre domaine, il n'a pas pour autant ignoré les grands enjeux diplomatiques de son temps. La France est encerclée par deux puissances redoutables, le royaume d'Angleterre, qui possède aussi la Normandie, et le Saint-Empire romain germanique. La relation avec les rois anglo-normands est une source de tension permanente. Durant la première partie du règne de Louis, son adversaire est Henri Ier Beauclerc. Henri est un roi redoutable, fin stratège et administrateur compétent. Il est à la fois le rival de Louis et son vassal, puisqu'il est duc de Normandie. Cette situation ambiguë est une source constante de conflits. Henri soutient les seigneurs rebelles français pour affaiblir Louis, et Louis fait de même en Normandie, soutenant les prétendants au trône du duché. C'est une guerre froide, faite d'incursions, de sièges de châteaux frontières et de manœuvres diplomatiques. Louis ne parvient jamais à battre militairement Henri, mais il réussit à le contenir, l'empêchant d'étendre son influence au-delà de la Normandie. Il joue habilement des rivalités internes à la cour anglaise
pour maintenir Henri sur la défensive. La crise la plus grave survient en 1124. Cette année-là, une coalition impressionnante se forme contre la France. L'empereur germanique Henri V, allié au roi d'Angleterre, Henri Ier et au comte de Flandre Charles le Bon, décident d'envahir la Champagne. L'objectif est de déstabiliser le royaume et de punir Louis pour son soutien aux ennemis de l'empereur. La menace était la plus sérieuse que le royaume ait connue depuis des décennies. Face à cette coalition, Louis VI réagit avec une énergie et une rapidité extraordinaires. Il décrète la mobilisation générale, l'arrière-ban. C'est un appel à tous les vassaux du roi, du plus grand au plus petit, à prendre les armes pour défendre le royaume. L'effet est spectaculaire. Des seigneurs qui se battaient entre eux, la veille, répondent à l'appel. L'armée française se rassemble à un rythme incroyable. L'empereur Henri V, qui s'attendait peut-être à une résistance faible et désorganisée, est stupéfait de voir se dresser devant lui une armée unie et massive, menée par un roi déterminé. Il n'y aura pas de bataille. La simple démonstration de force et d'unité du royaume suffit à faire reculer l'envahisseur. L'empereur lève le camp et se retire. Cette victoire, sans un seul coup d'épée, est un triomphe personnel pour Louis VI. Il a prouvé que, quand il le fallait, il était capable d'unir tout le royaume derrière lui. Il a redonné à la fonction royale son rôle de protecteur de la patrie, un rôle qui semblait perdu depuis des générations. Cet événement renforce considérablement son prestige et son autorité, y compris aux yeux de ses plus grands vassaux. Louis VI est un roi pieux. Il a été élevé dans le respect de l'Église, et il comprend l'importance de la religion pour la cohésion sociale et la légitimité du pouvoir. Il est un grand protecteur des ordres monastiques. Il soutient généreusement les bénédictins de Cluny, dont l'abbaye est le centre spirituel de l'Occident chrétien. Il est aussi l'un des premiers protecteurs des cisterciens, un ordre nouvellement fondé par Robert de Molesme qui prône un retour à la rigueur et à la pauvreté évangélique. Il accorde de nombreuses terres à ses moines, favorisant l'installation de leurs abbayes dans des régions reculées qu'ils mettent en valeur. Son soutien le plus constant va à son ami Suger et à l'abbaye de Saint-Denis. Il y fait de nombreuses donations et la protège comme le trésor du royaume. Cette piété et cette générosité lui valent le soutien de la plupart des ecclésiastiques qui voient en lui un rempart contre la violence des seigneurs laïcs. Les moines prient pour lui et les chroniqueurs comme Suger brossent de lui un portrait flatteur le présentant comme le roi idéal, un roi très chrétien dans la droite ligne de Clovis. Cependant, cette relation n'est pas dénuée d'aspérité. Louis est avant tout un roi, et il ne laisse jamais l'Église empiéter sur ce qu'il considère comme ses prérogatives. Il y a eu des conflits de juridiction avec des évêques. L'un des plus notables est celui qui l'oppose à l'évêque de Paris, Galon. Le litige porte sur la justice et les droits de régal sur certaines terres. Louis refuse de céder, affirmant que dans son domaine, c'est lui qui rend la justice suprême. Le conflit est porté devant le pape, mais Louis, soutenu par Suger, finit par avoir gain de cause. Il montre ainsi que même s'il est un fils fidèle de l'Église, il est aussi le maître temporel de son royaume. L'épisode le plus complexe de ses relations avec la papauté est le schisme de 1130. À la mort du pape Honorius II, deux papes sont élus par des factions rivales, Innocent II et Anaclet II. L'Europe chrétienne se déchire. La plupart des puissances, comme l'Angleterre et l'Empire, soutiennent Anaclet II, qui est le plus puissant et qui est installé à Rome. Louis, conseillé une fois de plus par Suger, prend une décision audacieuse. Il choisit de soutenir Innocent II, qui est considéré comme le plus légitime, mais qui est faible et a dû fuir Rome. C'est un pari risqué. Louis accueille Innocent II en France, lui offre sa protection et organise un concile à Étampes pour affirmer sa légitimité. Quand après quelques années, Innocent II finit par l'emporter, il n'oublie pas le soutien crucial du roi de France. Il accorde à l'Église de France des privilèges importants, renforçant son indépendance vis-à-vis du Saint-Empire. Ce choix politique, habilement guidé par la foi et par le calcul, a porté ses fruits et a grandement servi les intérêts de la monarchie française à long terme. Au-delà des champs de bataille et des manœuvres diplomatiques, l'œuvre la plus durable de Louis VI réside dans la construction des structures de l'État moderne. Il a compris que pour imposer son autorité de façon durable, il ne suffisait pas de vaincre les seigneurs,
il fallait aussi mettre en place une administration efficace et une justice royale qui soit perçue comme plus équitable que la justice seigneuriale. Sur le plan de la justice, Louis VI a innové. Il a développé l'institution de la cour du roi, la curia regis. Mais surtout, il a généralisé la pratique des itinérances judiciaires. Le roi, ou plus souvent ses représentants, parcourt le domaine royal pour y tenir des assises. Tous les hommes libres peuvent venir y plaider leur cause, y compris contre leur propre seigneur. Ces cours royales appliquent le droit coutumier, mais avec une recherche d'équité qui tranche avec l'arbitraire de la justice seigneuriale. En se positionnant comme le recours ultime contre l'injustice, le roi gagne le cœur de ses sujets. Il devient le garant de la paix du roi, un concept essentiel qui va se développer tout au long du Moyen Âge. Pour rendre cette justice efficace, Louis s'appuie sur des officiers royaux salariés et fidèles, les prévôts, qui sont chargés de l'administrer localement. Sur le plan administratif, Louis VI et Suger ont perfectionné le système mis en place par leurs prédécesseurs. Ils ont généralisé l'usage des baillis. Le bailli est un fonctionnaire royal, un laïc choisi pour sa compétence et sa loyauté, qui est envoyé dans une circonscription, la baillie, pour y représenter le roi. Il y a plusieurs fonctions. Il rend la justice, il perçoit les impôts royaux, il lève les troupes et il supervise les prévôts. Le bailli n'est pas un seigneur. Il n'a pas de terre dans la circonscription qu'il administre, il ne dépend que du roi. C'est une révolution. Pour la première fois, le pouvoir royal s'exerce de manière directe et permanente sur le territoire, en contournant complètement la hiérarchie féodale. Ces baillis, souvent issus de la petite noblesse ou de la bourgeoisie, deviennent les piliers de l'administration royale. Enfin, Louis VI a eu une politique économique très intelligente. Il a compris que les villes en pleine expansion étaient un atout majeur pour le pouvoir royal. Les bourgeois, riches et organisés en communes, sont des alliés naturels contre les seigneurs féodaux qui cherchent à les asservir. Louis a donc systématiquement accordé des chartes de franchise aux villes de son domaine. Ces chartes leur accordent des privilèges, le droit de s'autogouverner, d'avoir leur propre justice, d'être exemptés de certaines redevances seigneuriales. En échange, les villes versent une redevance annuelle au roi et lui fournissent des troupes en cas de besoin. C'est un win-win. Le roi gagne une source de revenus financiers réguliers et indépendants de la bonne volonté des vassaux et des alliés fidèles au cœur même de leur territoire. Les villes deviennent des îlots de pouvoir royal dans un océan féodal. Cette politique urbaine est l'une des clés de la réussite de Louis VI et de ses successeurs. Les dernières années du règne de Louis VI sont marquées par la préparation de la succession et par un dernier coup diplomatique de génie. Le roi est vieillissant, fatigué par des décennies de guerre et par son poids qui alourdit ses jours. Il sait que son fils, le jeune Louis, encore adolescent, va devoir lui succéder. Il s'assure qu'il soit parfaitement préparé, l'associant de plus en plus aux affaires du royaume. L'opportunité de sa vie se présente en 1135. Cette année-là, Henri Ier Beauclerc, le roi d'Angleterre et duc de Normandie, meurt sans laisser de fils légitime. Sa succession est immédiatement contestée entre sa fille, Mathilde l'Emperesse, et son neveu, Étienne de Blois. L'Angleterre et la Normandie plongent dans une guerre civile appelée l'anarchie. C'est une chance inouïe pour la France. Le voisin le plus dangereux est paralysé par ses propres problèmes internes. Mais Louis VI va plus loin. Il voit une occasion de transformer radicalement l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur même du royaume de France. Au sud-ouest, il existe un duché immense et richissime, l'Aquitaine. C'est un territoire plus grand que le domaine royal lui-même, connu pour sa culture, ses troubadours et ses vins. Son duc, Guillaume X, est un allié de Louis. En 1137, Guillaume X meurt en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il ne laisse qu'une héritière, sa fille Aliénor. Aliénor a 15 ans, elle est d'une beauté et d'une intelligence célèbre dans tout le monde chrétien. Elle est aussi, par son héritage, la plus grande partie du royaume. Louis VI agit avec une vitesse fulgurante. Il envoie une ambassade à Bordeaux, négocie avec les grands seigneurs aquitains et en quelques semaines, le mariage est conclu. Son fils, le jeune Louis VII, épouse Aliénor d'Aquitaine. L'impact est cataclysmique. Par ce seul mariage, le domaine royal est plus que doublé. Le roi de France n'est plus seulement le roi de Paris et d'Orléans. Il est aussi le duc d'Aquitaine,
maître d'un territoire qui s'étend de la Loire aux Pyrénées. C'est le plus grand événement politique du siècle. Louis VI, le roi qui a passé sa vie à reconquérir des lambeaux de territoire en Île-de-France, vient d'offrir à son fils un royaume transformé par un seul coup de maître. Il ne verra cependant pas les fruits de son génie politique. Quelques semaines seulement après le mariage, le 1er août 1137, Louis VI s'éteint à l'abbaye de Saint-Denis, où il avait tant œuvré. Il a soigneusement préparé la transmission du pouvoir, laissant à son fils un royaume pacifié, une administration efficace, des finances saines et un territoire agrandi de manière spectaculaire. Sa mission est accomplie. Alors, Louis VI, le monarque obèse, a-t-il vraiment sauvé la France? La réponse est un oui, sans équivoque. Il ne l'a pas sauvée d'une invasion étrangère ou d'une catastrophe soudaine. Il l'a sauvée d'une mort lente, de la gangrène de l'anarchie féodale qui la rongeait de l'intérieur. Quand il est monté sur le trône, le roi de France n'était plus qu'un titre. Quand il est mort, la monarchie était redevenue une institution puissante, respectée et crainte. Son règne n'a pas l'éclat de celui de son petit-fils, Philippe Auguste, avec ses victoires éclatantes à Bouvines. Il n'a pas le romantisme de celui de son fils, Louis VII, parti pour la croisade aux côtés de sa femme légendaire. Le règne de Louis VI est un règne de labeur, de patience et de ténacité. C'est le règne d'un artisan qui, pierre par pierre, a reconstruit les fondations de la Maison France. Il a imposé la paix par la force, rétabli la justice, bâti une administration et redonné à la couronne son prestige et son sens. Son obésité, qui aurait pu être un handicap, est devenue dans l'histoire un simple surnom, presque anecdotique face à l'immensité de son œuvre. Elle nous rappelle que la grandeur d'un homme ne réside pas dans son apparence, mais dans la force de sa volonté et la clarté de sa vision. Louis VI, le Gros n'était pas un roi glamour. Il était un roi efficace, un roi solide, un roi nécessaire. Et en ces temps de chaos, c'est précisément ce dont la France avait besoin pour être sauvée. Il a transformé une principauté moribonde en un royaume en devenir, posant les jalons sur lesquels ses successeurs pourraient construire la plus grande monarchie d'Europe. C'est pour cela qu'il mérite sa place dans le panthéon des grands rois de France.